Durant chaque guerre, les peuples subissent nombre de pillages. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, un pillage organisé et méthodique voit le jour au profit de l'Allemagne nazie. Dans les archives allemandes, on peut trouver des documents montrant que les banques nationaux allemands et suisses ont travaillé ensemble. La Suisse a-t-elle collaboré avec l'Allemagne pour préserver sa neutralité ? Vous saurez tout dans cette nouvelle vidéo dédiée au trésor de guerre nazi. En janvier 1933, Adolf Hitler est élu chancelier d'Allemagne grâce au président Paul von Hindenburg. À ce moment-là, l'économie de l'Allemagne était fortement ébranlée suite au traité de Versailles qui obligera l'Allemagne à payer de fortes sommes pour réparer les dégâts commis durant la Première Guerre mondiale. Hitler et ce traité qui a plongé l'Allemagne dans un gouffre financier. Pour enrichir les chefs du régime nazi, les dirigeants SS mirent en place différentes mesures. Les hauts dirigeants de la SS ainsi que son armée doivent savoir se financer. Pour cela, ils décident de puiser leur financement au sein des propriétés qui sont des ennemis du Troisième Reich. En 1936, Hermann Göring, chargé de l'économie et de l'industrie allemande, stipule dans un acte législatif que l'exportation des patrimoines juifs à l'étranger est passible de la peine de mort. Malgré cette menace, certains patrons d'entreprises ou des juifs sauvent leurs économies en plaçant leur argent dans la Banque nationale de Suisse. Les actions et bijoux ne sont pas les seules choses volées pour assévir le Reich. Comme stipulé dans un autre acte législatif par Hermann Göring, les nazis s'intéressent très vite aux œuvres d'art. Dès 1939, Hitler, passionné par l'art, conçoit le projet de construire un musée à Linz. Entre les murs de ce musée, il doit y avoir les plus beaux tableaux du monde. 15 mars 1939. L'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie. Dès la prise du pays, les nazis pillent les plus beaux objets d'art, mais également des bijoux. Ce pillage sert pour l'économie allemande, mais surtout pour la continuité de l'agrandissement de l'espace vital allemand. 1er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne. Une nouvelle fois, les nazis pilleront les plus beaux objets d'art pour l'économie allemande. Pourquoi ? Parce que la guerre coûte cher à l'Allemagne. Ils avaient besoin d'un capital supplémentaire pour continuer la guerre. En effet, Hitler devait acheter du pétrole et du chrome pour la continuité de la guerre. Mais le dictateur a déjà en vue les réserves d'or des pays que son armée occupe. Les banquiers de la Banque centrale allemande doivent exécuter une mission et se rendre en Tchécoslovaquie pour voler leurs trésors nationaux. Pour avoir volé l'or, qui fut la première phase, il fallait ensuite la blanchir. L'or des trésors nationaux n'est pas la seule à enrichir la banque allemande. Les communautés juives des pays occidentaux sont également volées et tout ce qui est trouvé est transformé en liquidité. Hermann Göring donne l'ordre de voler aux victimes au sein des camps de concentration leurs dents en or, leur plombage, leurs bijoux, pour ensuite les faire fondre, le reconditionner, puis le marquer de la svastika et tout sera envoyé en Suisse. Au printemps 1940, la France, les Pays-Bas et la Belgique tombent rapidement aux mains des Allemands. Après avoir pris la capitale de la France, les nazis se tournent déjà vers les plus gros collectionneurs juifs qui sont importants. À cette époque, Paris est le centre de l'art. En 2 ou 3 jours, ils prirent possession de 15 ou 16 galeries d'art. Dans la salle du jeu de paume, qui servait de dépôt pour toutes les œuvres d'art, un personnel d'une 60aine de personnes, qui sont des experts et des photographes, font l'inventaire. Une partie de ces œuvres sont envoyées en Allemagne,
L'autre partie est envoyée en Suisse où elle sera vendue. Les marchands d'art à Paris vont également vendre des tableaux aux nazis. Certains domestiques des Rothschild vont cacher des œuvres d'art aux nazis. Le domestique appelle son cousin qui est pompier et met le feu à une entrée. Pendant que les Allemands et les pompiers éteignent le feu, le domestique et son cousin sortent les œuvres et les objets d'art pour les mettre en lieu sûr. Malgré ces actes de sauvetage, les pillages se poursuivent. En septembre 1940, Hermann Göring signe un nouveau décret visant à confisquer tous les biens appartenant aux Juifs en Pologne. Ce dernier voulait également étendre sa collection d'art personnel. Pendant la guerre, Göring demande au ministère des Finances d'avoir en sa possession des devises étrangères, mais ces derniers lui opposent un refus, car l'Allemagne est en guerre. Göring va donc utiliser le pillage du jeu de paume pour ensuite les vendre et les échanger pour envoyer tout ça en Suisse. Pour éviter d'avoir des problèmes, il fait appel à la valise diplomatique pour éviter la douane. La Suisse, pourtant pays neutre, a blanchi l'argent des crimes nazis et sans le vouloir a prolongé la guerre. Walter Feu, ministre de l'économie du Reich et président de la Banque du Reich, possède des documents qui stipulent que l'Allemagne n'aurait pas tenu plus de 2 mois. Pourquoi la Suisse est impliquée dans ces affaires illégales nazies ? L'une d'entre elles est simple, c'est la constante menace d'invasion. Le haut commandement allemand avait envisagé d'envahir la Suisse, mais celle-ci n'aura jamais lieu, car ils avaient des ambitions ailleurs. Malgré cette menace d'attaque qui n'aura jamais lieu, la Suisse craint toujours d'être envahie. En 1942, Hitler fait savoir que la Suisse fait partie originellement du Reich, et il surnomme ce pays comme un bouton sur le visage de l'Europe. Mais la Suisse tenait sa neutralité et était prête à se battre pour la conserver. En 1943, Hitler craint que si les Alliés ouvrent un front en Europe, les Suisses laissent passer les troupes alliées qui mènent tout droit en Allemagne. Pour cela, il envisage d'occuper la Suisse de manière préventive. Les généraux et conseillers économiques d'Hitler ont eu gain de cause en s'élevant sur une telle action. Bon nombre d'entre eux avaient leur fortune bloquée en Suisse et voulaient que leur argent soit préservé. C'est à cause de cette situation que la Suisse conserve sa neutralité. Mais la Suisse aide fortement les Alliés. Par exemple, elle finance la résistance française pour qu'elle ait les moyens de se battre contre leurs oppresseurs. La Suisse ne sera pas le seul pays à faire des affaires avec les Allemands. D'autres pays neutres collaboreront avec Hitler. La Turquie et la Suède achètent de l'or aux nazis. L'Espagne, qui est dirigée par Franco, avait envisagé de rentrer en guerre avec les forces de l'Axe, mais ne put se mettre d'accord avec Hitler sur le butin qui suivrait la victoire. Franco aide l'Allemagne en achetant par l'intermédiaire de la Suisse de l'or volé dans les trésors européens. Le Portugal, dirigé par Juan Antonio Salazar, gagne de l'argent par l'intermédiaire de la Suisse en faisant des affaires avec l'Axe. L'Argentine, dirigée par Juan Perón, résonne des rumeurs de sous-marins venus livrer de l'or au port de Mar del Plata. Certains pays, comme le Portugal, ne veulent pas faire des affaires directement avec la Banque du Reich. La Banque nationale suisse sert d'intermédiaire et vend ainsi l'or à des tiers. Suite à la défaite des troupes allemandes lors de la bataille de Stalingrad, l'armée allemande recule. Malgré ce point négatif, les nazis continuent de piller et accélèrent leur quête de butin. De nombreux intermédiaires suisses désirent aider à blanchir et à cacher les fruits du pillage nazi. La Suisse accorde beaucoup de crédits gouvernementaux au Reich, fabriquant le matériel de guerre pour l'armée allemande.
L'entrée en guerre des États-Unis et l'impossibilité de l'Allemagne à obtenir une victoire décisive sur l'URSS obligent la Suisse à paraître plus neutre. Mais certaines banques suisses décident de continuer à blanchir l'or pillé et à accepter le dépôt secret des chefs nazis. Les USA sont déterminés à mettre un terme au trafic d'or vers les pays neutres. Ils signent des traités internationaux et des déclarations doivent être faites aux alliés qui stipulent que les titres de propriété ou autres sont bien obtenus grâce au pillage économique et ne sera reconnu qu'après la guerre. Les agents du département des trésors américains procèdent à une chasse mondiale vigoureuse pour découvrir, contrôler et empêcher la vente et la disparition des possessions et valeurs de l'Allemagne une fois la guerre terminée. Il existe un soupçon concernant les chefs nazis ayant survécu et qui auraient utilisé leurs fonds secrets déposés dans les pays neutres pour pouvoir créer un quatrième Reich. Le butin pillé par les nazis pendant les 5 ans de guerre et les 12 ans de dictature s'était répandu dans l'Europe entière. En capturant les forces allemandes en déroute, les Alliés trouvent sur leur chemin des cachettes à travers toute l'Allemagne et l'Autriche et y découvrent des bijoux, de l'or, des œuvres d'art, de la joaillerie et des licences industrielles ainsi que d'autres objets volés. Pendant les derniers jours de la guerre, les troupes américaines découvrent également des réserves d'or dans les mines de sel de Merkers, ainsi que dans le camp de concentration de Buchenwald. L'or de Merkers et d'autres sources nazies ont été évalués à 200 millions de dollars. Une autre partie de cet or fut également retrouvée en Amérique du Sud. Une question se pose. Comment répartir l'or volé aux différentes centrales d'Europe qui est estimé à l'époque à 621 millions de dollars? L'intention va se focaliser sur la Suisse. Les Alliés ne s'entendent pas pour cette stratégie commune. Pour régler le problème, la Grande-Bretagne et la France ont besoin de crédits et de prêts nationaux pour redémarrer leur économie après la guerre. Les USA s'inquiètent du fait que les pays d'Europe en ruine risquent de tomber petit à petit sous la coupe communiste. Le gouvernement américain est en pleine mutation. Harry Truman est au pouvoir et les prémices de la guerre froide voient le jour. En mars 1946, la Suisse est accusée de complicité avec Hitler. Les Alliés veulent que la Suisse rende des comptes et ainsi s'expliquer sur l'attitude qu'ils ont eue durant la guerre pour rendre l'argent volé, surtout l'or des nazis. La négociation va durer 68 jours. La Suisse répond qu'elle n'a soutenu personne et se demande pourquoi elle devrait payer des réparations. L'accord de Washington entre les USA, la Grande-Bretagne et la France pour les Alliés et la Suisse fut signé en mai 1946. Le gouvernement helvétique accepte de restituer 250 millions de francs suisses, soit environ 252 millions de dollars d'une valeur or aux Alliés, afin de les restituer aux banques centrales pillées par les nazis. En échange, la Suisse souhaite que toutes les plaintes et futures plaintes nationaux contre elle soient retirées. L'accord de Washington n'attribue pas de culpabilité ni de responsabilité à la Suisse et stipule qu'elle apporte seulement sa contribution financière à la reconstruction économique de l'Europe. Après la guerre, les USA créent l'opération Refuge sûr, qui découvre énormément d'informations sur la Suisse et décide d'ignorer un grand nombre. Ayant su toutes ces informations, la Grande-Bretagne et la France, qui avaient besoin des banques suisses pour redémarrer leur économie, insistent auprès des USA pour ne pas utiliser les informations de refuge sûr pour punir la Suisse, ce qui permet pour ce pays neutre de s'en tirer sans accusation de meurtre. Les livres de la Banque nationale suisse et la Banque internationale de règlement, qui est un autre organisme basé en Suisse, qui sont associés dans le blanchiment d'or nazi, n'ont jamais été ouverts aux Alliés. À ce jour, seuls quelques banquiers suisses savent combien d'or ont été volés et blanchis dans leur pays.
L'argent rendu par la Suisse aux Alliés n'inclut pas celui extorqué aux particuliers. Un amendement est joint à l'accord de Washington qui stipule que la Suisse doit faire le maximum pour restituer l'argent déposé avant et pendant la guerre aux personnes concernées. Mais rien ne se produit pendant les années d'après-guerre. Les restitutions de biens personnels sont devenues un cauchemar bureaucratique après la guerre. En effet, les victimes allaient avec un certificat pour prouver qu'ils étaient les seuls descendants. Mais le problème était le secret bancaire que les banques apposaient à leurs clients. Le retour des œuvres d'art volées par les nazis pendant l'occupation en France ne fut pas chose facile. L'Europe de l'après-guerre est au bord de la famine. Les Alliés n'ont pas sur leur liste de priorités la restitution des œuvres d'art volées par les nazis. Ce n'est qu'à la fin de la guerre froide et la chute de l'URSS que des efforts internationaux furent consentis pour mettre en évidence le manque de justice individuelle et demandent réparation des crimes économiques survenus pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1995, le gouvernement autrichien restitue les œuvres d'art volées par les nazis et stockées pendant 50 ans dans un monastère à Mauerbach. Bronfman Senior et le sénateur D'Amato accusent le gouvernement et l'industrie bancaire suisse d'avoir profité de l'Holocauste et d'avoir détourné des comptes d'une valeur estimée à 7 milliards de dollars. Pour certains, cela est exagéré. En France, il manque 20% des œuvres d'art volées. Une partie fut retrouvée en Amérique du Nord. Encore aujourd'hui, on ignore le montant total des biens volés par l'Allemagne, et cela restera encore pour longtemps un mystère.